Bonjour, nous sommes le groupe de la Pastorale de Gence et nous allons vous présenter le costume qui était porté par les femmes dans les campagnes entre Nozay et Derval. Donc le costume qui était porté lors des jours importants, cérémonies, pardon, etc., qui date des années de 1890 à 1900. Donc nous portons un caraco en satin duchesse noir, qui est souvent baleiné. Sous ce caraco, nous portons une guimpe en coton avec une dentelle. Nous portons également une jupe. Donc la jupe pouvait être en satin ottoman. Nous avons plutôt choisi le drap de laine pour rappeler la condition rurale de la femme dans la commune de Gence. Sous cette jupe, nous portons un panty et voire deux jupons en coton. Ce qui caractérise notre costume du comté nantais, c'est surtout le tablier à grande bavette, une bavette plutôt triangulaire et une base qui est arrondie ou plutôt carrée, généralement carrée pour notre commune. Le tablier peut être doté d'un galon perlé, en perles de jet ou même de dentelle, ce qui indique que c'est vraiment un costume de cérémonie. La deuxième caractéristique, c'est le petit fichu triangulaire, le plus souvent en velours chez nous. Il peut être également en satin, velours rasé ou brodé. Il peut être également, il est orné d'une dentelle et d'un galon en perles de jet. Et pour les femmes les plus aisées, il peut être également orné d'une dentelle à la base du châle et au niveau de la nuque. Et la femme pouvait porter également des bijoux, des chaînes, sautoirs en argent, en or ou en pomponne, une broche de caraco et également une épingle au niveau du fichu. Et la coiffe, donc, qui n'est pas juste un vêtement, mais un élément identitaire dans le comté nantais. Et pour cette partie-là, je vais laisser la parole à Caroline. Moi je vais vous parler de notre coiffe, puisqu'on avait une question sur les différences de repassage et de montage de notre coiffe. Donc avant les années 1850, dans le comté nantais, les coiffes étaient plutôt volumineuses, des sortes de bonnets coniques hauts et rigides. Cette mode elle a évolué pour faire apparaître la dormeuse dans les années 1860. Donc on a en fait la même base au niveau du comté nantais. Toutes les coiffes elles ont la même base de fabrication. Notre différence à Gence, c'est que nous avons une coiffe qui est relativement courte et qui n'a pas de bande de dentelle sur le côté qu'on appelle un dalet. Donc en fait au niveau comment se compose cette coiffe. Donc nous avons le devant, la passe, le fond qui supporte le plissage et le pignon. Le fond de cette coiffe est souvent comparé à une forme de coque de bateau, donc on l'appelle le fond en carène. Le devant encadre le visage d'une oreille à l'autre. Il est froncé au niveau des tempes, ce qui fait un bel arrondi au-dessus de la tête. La passe relie le fond et le devant, et donc le plissage est sur cette partie-là. Donc, excusez-moi. Donc nous avons, je vais reprendre, le devant, la passe, le fond qui supporte le plissage et le pignon. On termine la coiffe avec un ruban et un nœud à l'arrière. Qu'est-ce que le plissage ou le paillage ? Il existait deux techniques de paillage sur notre secteur, deux façons de repasser la coiffe. Le paillage en cœur et le paillage en faux cœur. Le paillage en cœur consiste à former de petits tuyaux dans le tulle et c'est la jonction de ces tuyaux nous forme en fait de grands triangles allongés qui portent le nom de cœur. Ces triangles sont souvent comparés à des arêtes de poisson dont les pointes se rejoignent. Le paillage en faux cœur, quant à lui, va également dessiner ces arêtes de poisson, mais les pointes ne vont pas se rejoindre, elles vont être en décalage.
les deux techniques ont cohabité sur notre territoire, mais le paillage en faux cœur s'est imposé et est devenu majoritaire. On avait on n'avait pas forcément de lien avec le territoire. Le paillage était plutôt lié à la repasseuse qui le répandait sur son secteur d'intervention selon la technique qu'elle avait choisie. On avait également, au niveau de cette technique de paillage, les lingères utilisaient de la guinche ou de la molinie. C'est une plante de zone humide dont on utilisait les tiges sèches pour pailler. À partir des années 1880, l'acier a fait son apparition et on a utilisé plutôt les aiguilles en acier et ça a supplanté le végétal. Par contre, le terme de paille a perduré. Aujourd'hui, on utilise des pailles en acier ou en inox d'une longueur d'environ 30 cm de long et d'une section de 0,7 à 0,8 mm. Donc concrètement, comment fait-on pour pailler la coiffe? Donc on va utiliser un rectangle de tulle de coton qu'on va amidonner. Alors on pouvait également trouver de la gaze, de la mousseline ou du percale, mais c'était pas très répandu car le paillage sur ces tissus était plus difficile en fait. Donc c'est surtout le tulle qui était utilisé. Et donc pour l'amidonnage, on va utiliser une pâte à base d'amidon de riz qu'on a cuit au préalable. On imbibe notre rectangle de tulle, on le sèche et on le repasse. Et ensuite, on va procéder à un pliage et on va utiliser nos pailles, une paille en dessus, une paille en dessous, et ainsi de suite pour former nos petits tuyaux et dessiner nos arêtes de poisson. Il faut 90 à 100 pailles à peu près et quelques heures de travail pour pailler une coiffe comme celle-ci. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire quand on a paillé notre fond? On va s'occuper du devant et de la passe. Il faut assembler le devant et la passe, les coudre ensemble, les amidonner, et ensuite relier la passe au fond qui est paillé. Et ensuite, on va finir par orner la coiffe d'un ruban et d'un nœud à l'arrière du pignon. Donc notre coiffe étant terminée, comment on la portait cette coiffe et dans quelle situation on allait l'embellir. On va dire que en fait, ça dépendait donc bien sûr des situations. S'il y a des décors à mettre sur la coiffe, c'est uniquement sur le devant, sur la passe et sur le pignon. Donc les jours de fête, comme un mariage ou un jour de pardon, on sortait les coiffes brodées. Donc le pignon brodé, la passe également était brodée et le devant était constitué de dentelle. On pouvait utiliser un ruban plutôt large en ces jours de fête, donc plutôt de soie, de mousseline, de tulle amidonnée, généralement de couleur blanche, mais également on pouvait trouver des soies de couleur ivoire ou de couleur jaune paille assez claire. S'il n'y avait pas de situation particulière, on portait plutôt la coiffe de tous les jours avec un ruban fin de percale de coton, un petit nœud discret, un pignon rond brodé au crochet et les broderies sur le devant et la passe étaient plus discrètes. Si par contre la femme était en deuil, alors là il n'y avait aucun décor, la tulle, c'était entièrement en tulle. Donc sur le devant, sur la passe et le pignon, il n'y avait pas de broderie. Le ruban porté était noir. On avait des rubans en velours, en moire, en soie de type taffetas ou faille. Le jour de l'enterrement, le ruban était très large. On avait un nœud à l'arrière avec des pans très longs qui pouvaient aller soit jusqu'au bas du dos, voire même jusqu'en bas de la jupe. Et cela, en fait, ça dépendait de la catégorie sociale de la femme. Plus le ruban était long, plus la catégorie de la femme était élevée. Et à partir au bout d'un an de deuil, on avait la coiffe de demi-deuil. On enlevait le ruban noir. Il n'y avait toujours pas de broderie sur la coiffe. C'était toujours en tulle, mais on pouvait légèrement en avoir une sur le devant. Pour finir, je dirais que la dormeuse est une coiffe très longue à repasser, fragile, mais sans conteste très élégante et tout en finesse. Vous évoquez dans votre dossier le fait que vous soyez en apprentissage de techniques de broderie sur velours pour ornementer vos châles. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez un projet en ce sens, nous en parler un peu, et aussi comment se fait l'apprentissage? Est-ce que vous avez fait
Elle a des intervenants extérieurs? Est-ce que c'est de la transmission interne? Voilà. Alors effectivement, dans le pays de la Mai, il y a de nombreux châles qui ont été récoltés, notamment chez nous, mais aussi par d'autres groupes, notamment le groupe de Châteaubriand, et qui, dans les maisons les plus riches, on va dire, a retrouvé des châles donc, de velours brodés. Il y en avait quelques-uns frappés aussi, mais surtout du velours brodé. Et on se dit pourquoi pas se lancer là-dessus. Donc il y a des modèles. On peut repartir de ces modèles. Et pour l'instant, l'apprentissage n'a pas encore débuté. C'est d'abord repérer les techniques, enfin les différents points qui existent sur ces châles. Et puis, bien, le jour venu, une fois que tout ça a été repéré, commencer à apprendre les techniques. Alors, c'est pas forcément on va dire les techniques les plus enseignées, c'est-à-dire les cordes moyennes, mais il y a forcément la base qui est là, donc c'est de repartir là-dessus. Là, a priori, d'après ce que nous a dit les personnes qui ont collecté ces châles, la plupart de ces châles aura une technique ventaise, en fait, ce qui s'entend, on n'est pas très loin, donc, et c'est à peu près la même forme, donc ça s'entend. Voilà. Mais c'est en cours, on est vraiment au début. Peut-être l'année prochaine, vous verrez ça. C'est pas dit. Merci. Alors pour en rester sur les châles, vous dites forme ventaise, mais c'est des triangles chez vous. Oui. Voilà, c'est ça. Je dis, on s'en rapproche. Oui, pour la broderie, c'est le style. Voilà, d'accord. Quels sont les plis que vous faites pour fixer le châle dans le dos, s'il vous plaît? Alors, d'ailleurs, vous pouvez vous rapprocher un petit peu. C'est ce qu'on appelle les plis d'aisance. Donc, notamment sur la fin du 19e, enfin même avant, ces plis d'aisance sont assez marqués. Vous voyez, donc à partir d'une épingle qui est posée sur le haut du châle, on vient donner de l'aisance justement, ce qui permet d'avoir des mouvements au niveau des épaules et des bras sur ce châle pour éviter qu'on soit complètement comprimé. Et tout ça revient devant. Tout à l'heure, on vous a dit qu'il y a au moins 4 plis d'aisance. Après, le tissu coûte cher, donc plus on a de tissu, plus on peut faire des plis d'aisance, et moins on a de tissu, moins on en fait, bien sûr. Et si, c'est ce que vous a dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Caroline ou si c'est Gaël, enfin bref, peu importe, quand on a une petite dentelle donc à la base de la nuque, souvent, pour mettre en valeur cette dentelle, on supprime un des plis pour justement éviter de comprimer la dentelle, pour la mettre en évidence. Puisque si on a de la dentelle, ça veut dire aussi qu'on a les moyens, donc quand on a les moyens, on le montre. Voilà. J'en profite parce que vous êtes de dos. Vous avez, ça passe quand même. Vous avez évoqué aussi, toujours dans votre dossier, des chignons de tresse carrés et ronds avec des nuances selon les communes. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous, du choix que vous avez fait de mélanger les deux ou, enfin, voilà, qu'est-ce que vous faites comme choix de coiffure? Là, c'est le choix de la femme et le choix aussi de sa chevelure. Effectivement, donc, notre coiffe correspond en gros au secteur du nord du comté nantais, avec un tas de subtilités. Et selon les coins, on pouvait avoir des coiffures qui étaient un petit peu différentes sous la coiffe. Ça dépendait aussi de la femme. Donc effectivement, il y a le chignon carré tressé qui était par exemple plus sur Châteaubriand, le chignon rond qui était un petit peu plus sur Guémené, vraiment rond. Et puis le chignon de tresse, mais là aussi arrondi, qui était plus chez nous. Donc après, c'est un choix des femmes, comment elles souhaitent se coiffer et comment leur chevelure leur permettent de se coiffer. Voilà, il y a un petit peu un mélange de tout. Une petite qui gratte. Non. Simplement parce que, bon, je trouve que le costume nantais est d'une rare élégance, mais la silhouette me fait quand même penser, et je voudrais savoir si vous sentez une appartenance avec le reste de la Loire. Les costumes de Touraine et d'Anjou ont un petit peu ce style-là, moins pas pour les coiffes, mais pour la ligne générale. Est-ce que vous sentez
proche ou non? Alors, c'est sûr qu'on n'est pas proche en termes de bretons, de nos voisins, voilà, de nos voisins les plus directs, c'est-à-dire au Pays Rennais, par exemple, on n'a pas du tout de grandes bavettes qui sont là, les châles ne sont pas du tout les mêmes. Pareil pour le Pays Valtais, donc de ce point de vue-là, non, c'est sûr. Et effectivement, en Anjou et en Touraine, on retrouve ce genre de choses. De là à dire qu'on se sent proche, non, pas forcément, mais oui, il y a des similitudes, comme il y a des similitudes dans la danse, et notamment dans les contredanses. On partage beaucoup de choses en commun avec eux, que ce soit sur les formes de la danse, mais aussi sur les airs musicaux. Donc c'est vrai qu'il y a un courant comme ça qui on va dire, a fait Est-Ouest, et voilà, il y a beaucoup de témoignages, y compris dans les danses aussi, qui disent que ça, c'est des danses qui viennent d'Anjou. Donc on voit la migration Est-Ouest. Après, la base, donc notre jupe et le haut, ce sont des bases qu'on peut retrouver exactement partout. Donc oui, là-dessus, il y a forcément des choses communes. Ça, c'est sûr. Mais ça gratte pas trop, ça va. Merci beaucoup pour votre présentation et on vous libère et bonne continuation. Il y a une pause jusqu'à 16h40.